La dégradation des matériaux. Tous les matériaux sont soumis à une dégradation due au milieu dans lequel ils se trouvent. Et en général, ces milieux peuvent être solides, liquides ou gazeux. Alors pour les métaux, c'est très simple, c'est la corrosion. Le fait que dans les milieux ambiants, il y a un effet électrochimique qui dégrade les matériaux. Lorsqu'il s'agit des polymères, cette dégradation provient principalement du rayonnement du soleil, tout simplement, ou des liquides ou solides dans lesquels se trouvent ces polymères. Et puis pour les céramiques sont beaucoup plus résistantes et ne subissent pas l'influence des cas précédents. Parce que les céramiques sont constituées principalement d'oxydes. Or, ce sont les oxydes qui se forment lorsqu'il y a dégradation des matériaux. Donc, la preuve, c'est que dans les civilisations anciennes, ce sont les céramiques qui sont les plus résistantes. Donc, ces céramiques peuvent durer des centaines, voire des milliers d'années. Donc, dans ce chapitre, nous allons nous consacrer principalement à l'analyse de la dégradation des matériaux métalliques, c'est-à-dire au phénomène de la corrosion. La corrosion des métaux au milieu aqueux est provoquée tout simplement par le fait que, vous savez, un phénomène électrochimique qui s'est produit, donc deux réactions qui se produisent lorsque les milieux le permettent. Donc, si vous combinez le fer avec deux ions d'hydrogène plus, la conclusion c'est que vous savez le fer qui devient ionique, fer de plus, et l'hydrogène qui devient gazeux. Donc ce sont deux réactions, une anodique et une cathodique. Le fer perd deux électrons et l'hydrogène récupère ces deux électrons. Donc c'est une réaction électrostatiquement neutre. Donc dans cette réaction, la réaction du fer qui perd deux électrons s'appelle la réaction anodique et celle où il y a gain d'électrons s'appelle la réaction cathodique. Donc, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a des conditions d'existence de ces réactions. D'abord, il faut que les différences des potentiels entre l'anode et la cathode soient bien identifiées. Et ensuite, il faut que la cinétique de la réaction soit non nulle, c'est-à-dire qu'il y ait un courant de corrosion. Nous allons observer ces phénomènes ou essayer de l'expliquer tout au moins avec la diapositive suivante. Voilà comment ça se passe. Vous avez une plaque de fer qui trempe dans de l'acide chlorhydrique dilué dans l'eau. L'acide chlorhydrique, c'est hydrogène et chlore. Les chlores, c'est une liaison ionique. Les chlores capturent l'électron de l'hydrogène. Donc l'hydrogène se trouve à l'état ionique H+. Donc cet hydrogène va capturer les électrons du fer parce que les électrons de la dernière couche du fer sont assez éloignés du noyau, donc sont assez libres. Si l'hydrogène capture deux électrons du fer, ça veut dire que le fer devient ionique, Fe2+. Donc s'il est ionique, ça veut dire que il est libre, il peut se combiner avec de l'oxygène et puis constituer tout simplement l'oxyde de fer, c'est-à-dire la rouille. Et si vous rajoutez, comme vous voyez dans le diagramme à droite, de l'oxygène, vous allez avoir davantage des fers de plus qui sont libérés, donc une accélération de la corrosion. Donc cette corrosion, c'est ça les phénomènes électrochimiques, la perte des électrons de la part du fer, comme vous le voyez dans l'équation, et les gains de la part de l'hydrogène de ces électrons, donc devenant tout simplement l'hydrogène gazeux. Donc c'est ces phénomènes-là qui se produisent et qui s'accélèrent plus ou moins avec la quantité d'oxygène qu'il peut y avoir. Je vous rappelle que c'est l'oxygène qui se mélange avec le fer pour constituer l'oxyde de fer, donc la rouille. Vous voyez là une cellule électrochimique dans laquelle on met en contact du fer et du cuivre. Donc si vous les mettez en contact, les deux trempant dans le même milieu, vous allez observer une différence de potentiel entre le fer et le cuivre. Cette différence de potentiel est de 0,78 volts. Ça veut dire que le fer et le cuivre ne se comportent pas de la même façon lorsqu'ils sont en contact avec les mêmes milieux. Et c'est ça qui va nous amener à un chapitre très intéressant de la corrosion dont nous parlerons dans la diapositive suivante. La cinétique de la corrosion s'effectue de manière simple avec les courbes de polarisation. Donc vous savez expérimentalement à gauche l'anode et la cathode qui sont reliés à travers une résistance. On mesure quel est le courant
et les potentiels, c'est fait par rapport à un potentiel de référence EHN, comme il est indiqué. Donc, en mesurant la tension et les courants, on a la courbe de l'oxydation pour l'un et la courbe de réduction pour l'autre. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un point où ces deux droites s'intersectent. C'est le point qu'on appelle le point de travail qui définit d'une part quel est le potentiel de corrosion et quels seront les courants de corrosion de cette réaction. Le fait de mettre en contact ces deux-là, ben, on va donner origine à un potentiel de corrosion et un courant de corrosion qui va nous dire avec quel rythme va s'effectuer le phénomène. Puis il y a des courbes qui sont particulières, ce sont les courbes de polarisation d'un alliage passivable. Passivable, vous voyez différentes droites marquées en C, C1, C2, C3, et qui représentent les courbes de réduction, et puis les courbes d'oxydation, cette courbe un peu bizarroïde qui fait une sorte des 5 un peu bizarre. Et puis on voit que les intersections de ces droites C avec ces courbes nous donnent différents points A, B, C, D, A, B, D, E, F. Et on voit que dans les points A et B, les courants de corrosion est beaucoup plus faible que pour les autres. Vous pouvez remarquer que dans les abscisses, vous savez, les courants de corrosion, mais à l'échelle logarithmique. Ça veut dire qu'une variation dans l'échelle faible correspond à une variation importante du courant de corrosion. Qu'est-ce qui se passe avec un alliage passivable? C'est que la corrosion s'est fait rapidement, on forme une couche d'oxyde assez forte et assez serrée qui permet de ralentir la corrosion. Donc un alliage passivable, ça veut dire que c'est un alliage qui va ralentir de manière considérable la corrosion lorsqu'il est passivé, c'est-à-dire lorsque une couche d'oxyde du métal va se former à la surface. La corrosion galvanique. Il y a une série qu'on appelle la série galvanique qui nous montre quelle est la tendance à la corrosion lorsque vous mettez en contact deux métaux. Il y a un qui se corrode et l'autre qui est immunisé. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous mettez deux métaux en contact, il y a un qui va rester intact, qui ne va pas subir des corrosions, alors que l'autre va se dégrader probablement plus rapidement que s'il était tout seul. L'exemple classique est l'exemple du fer avec les cuivres. Le fer se corrode et les cuivres restent immunisés. Voyons comment cela s'est produit. Voilà, c'est l'exemple dont je vous parlais. Les cuivres et le fer qui sont dans un même électrolyte, si on les met en contact, on verra qu'il y a une différence de potentiel entre les deux. Puis si on met un ampèremètre, il y a les courants qui vont circuler tout simplement entre ces deux métaux. Regardons comment ça se passe sur la courbe de polarisation. On voit la droite correspondant au fer, c'est la droite la plus basse, et puis la droite correspondant au cuivre qui est un peu plus haute. Donc les deux vont perdre deux électrons, mais pas à n'importe quel potentiel. Pour les fers, par exemple, on a un potentiel de corrosion qui est bien identifié et un courant de corrosion qui sont identifiés également. N'oubliez pas que pour les courants, il s'agit d'une échelle logarithmique. Voilà, c'est les points de travail du fer. Et puis pour les cuivres, on a un potentiel qui est différent. La droite qui les intercepte, c'est bien entendu la droite correspondant à l'électrolyte dans lequel il se produit la réaction. Mais si on les met en contact tous les deux, c'est ces points-là qui va constituer les points de travail. C'est-à-dire que la droite va se déplacer lorsqu'on met en contact les cuivres avec le fer. Et ce que nous observons, c'est que le potentiel de l'ensemble fer-cuivre est supérieur au potentiel du fer, c'est-à-dire qu'on a la capacité de corroder le fer, mais ce potentiel est inférieur au potentiel de corrosion du cuivre. Donc le cuivre ne peut pas être corrodé. Et pire encore, c'est que le courant de corrosion, dans ces cas, est plus important que le courant de corrosion du fer s'il était tout seul. Ça veut dire que non seulement le fer va se corroder et le cuivre sera immunisé, mais en plus, la corrosion va se produire plus rapidement que si le fer était tout seul. Voilà ce que c'est la corrosion galvanique. Mais cette corrosion, en principe, le fait de savoir qu'on met deux métaux en contact ne vous donne pas des informations sur la cinétique, à quelle vitesse elle va se produire. Il y a un certain nombre de facteurs qui influencent
le comportement vis-à-vis de la corrosion galvanique. La différence des potentiels entre les phases, bien entendu, quand il y a des joints des grains, quand il y a la ségrégation, les crouissages et contraintes, milieu de corrosion et les conditions d'utilisation. Donc on va pas les regarder en détail, mais nous allons pouvoir observer quelques exemples qui vont illustrer un petit peu comment cela se passe. Là, vous avez les tableaux qui vous permettent d'observer ce qui se passe lorsque vous mettez en contact un métal qu'on dit noble avec un métal actif. Plus noble est le métal et moins il a de chances de se corroder. Plus actif est le métal et plus de chances a de se corroder. Les magnésium, par exemple, est le métal le plus actif, c'est-à-dire qu'en contact avec n'importe quel autre métal, il va se corroder. Au contrario, l'or est le métal le plus noble. L'or, vous le mettez en contact avec n'importe quel autre métal, l'or ne se corrode pas, c'est l'autre métal qui va se corroder. Donc c'est ça qui est intéressant. Si vous observez dans ces tableaux, on va voir un acier doux par exemple. L'acier doux, on le met en contact, l'acier doux c'est du fer avec très peu de carbone. Si vous le mettez en contact avec les cuivres, vous voyez que dans la série galvanique, l'acier doux est plus faible que les cuivres, ça veut dire que c'est l'acier qui va se corroder et les cuivres qui va rester immunisé. Voilà deux exemples très simples pour illustrer mes propos. Vous savez, en haut, un tuyau d'acier qui était vissé sur une bande de laiton. Le laiton, c'est quoi? Le laiton, c'est un alliage à base de cuivre. Vous voyez que l'acier, si vous regardez la série galvanique, les alliages de cuivre sont plus hauts que les aciers. Donc, c'est logique. C'est l'acier qui se corrode et la bande en laiton qui reste immunisée. Ça, des exemples, malheureusement, malgré les connaissances que nous avons de ce type de phénomènes, on observe même aujourd'hui des systèmes où vous savez des tuyaux en acier pour lesquels on met des vannes en laiton, tout simplement parce que les vannes en général on les fait en laiton. Donc comment empêcher ça, on va le voir un peu plus tard. Et puis dans la figure d'en bas, vous voyez un boulon et écrou en aluminium qui permettait de fixer une tôle en acier inox. Alors, si vous regardez la série galvanique, les aciers inoxydables actifs, sont plus hauts que l'aluminium qui se trouve plus bas. Donc, ça veut dire que quand vous mettez en contact l'acier avec l'aluminium, c'est l'aluminium qui se corrode et l'acier qui reste immunisé. Dans cette diapositive, nous voyons dans la figure de gauche un tuyau en laiton. Le laiton, c'est du cuivre et du zinc. Dans la série galvanique, le zinc est un métal très actif par rapport au cuivre. Ça veut dire que vis-à-vis de la corrosion, c'est le zinc qui va disparaître et le cuivre qui va rester immunisé. Donc c'est pour ça qu'on parle de désincification parce que c'est le zinc qui part et c'est les cuivres qui restent. Il s'agit d'une tige de laiton qui a séjourné pendant 12 ans dans l'eau. Donc ça, c'est aussi un paramètre important lorsqu'on parle de corrosion. La corrosion ne se produit pas de manière instantanée ou au bout de quelques heures, sauf cas extrêmes comme la ferraille et les aciers de construction où on voit bien qu'elles sont complètement corrodées. Mais sinon, c'est un phénomène qui se produit au cours du temps. Et il est assez pernicieux parce que parfois il se produit dans des zones qu'on ne peut pas observer. Donc on va observer la rupture, mais de manière brutale, alors qu'elle s'est produisée au cours du temps. Et la figure des droites, la figure B, c'est une fonte. La fonte, c'est du fer combiné avec du carbone, avec des teneurs en carbone entre 2 et 4% de carbone. Et puis les carbones, parfois, c'est mis sous forme de graphite. Donc le graphite, c'est que du carbone. Donc vous voyez là la zone de cette fonte, c'est une fonte à graphite lamellaire, c'est-à-dire que les graphites les parties des carbones se mettent sous forme de lamelles. Et puis vous voyez que les parties qui sont complètement noires, ça veut dire que c'est le fer qui est parti, qui a été corrodé, et il reste que les graphites. Donc ça c'est aussi un exemple très, très simple. Et puis la figure que vous voyez en bas, il s'agit d'un couteau censé être en acier inoxydable.
Et à 12% des chromes, bon, en général, ce sont des aciers inoxydables martensitiques. Ils sont inoxydables, mais pas complètement. Comme vous voyez, la coupe micrographique, métallographique des aciers en détail, où on voit bien qu'il y a eu de la corrosion. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle d'acier inoxydable que l'acier ne va jamais se corroder. Pour un acier inoxydable, tout simplement, on a ralenti de manière considérable le phénomène des corrosions. Les milieux de la corrosion ont une influence très importante dans le développement de celle-ci. Il y a l'électrolyte. L'électrolyte, c'est justement ces milieux, c'est celui qui va permettre le passage du courant entre l'anode et la cathode. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont à considérer pour cet électrolyte qui les caractérisent, comme son pH, sa conductibilité électrique, la température ou le pouvoir oxydant. Donc on va voir que les paramètres se manifestent selon différents diagrammes. Le diagramme des Pourvet par exemple, qui rend compte de l'influence du pH, on le verra tout à l'heure. Si la température augmente, il est évident que la vitesse de corrosion augmente parce que les électrons ont plus de facilité à bouger. Si la conductibilité électrique diminue, les courants aussi diminuent. Donc tout ça, ce sont des propriétés de l'électrolyte, les milieux dans lesquels se trouve l'alliage. Et puis il y a un concept des piles de concentration que je vous expliquerai un peu plus tard. Et puis il y a d'autres paramètres qui concernent les milieux de corrosion. Il n'y a pas que l'électrolyte, mais il y a aussi la corrosion atmosphérique. Donc les matériaux qui se trouvent dans l'atmosphère, selon la nature de cette atmosphère. Et puis la corrosion par les sols, c'est-à-dire selon la nature des sols, on a des installations qui sont enterrées par exemple, et en fonction de la nature des sols, de l'acidité de ces sols, du pH des sols, et on va avoir un comportement différent vis-à-vis de la corrosion. Les diagrammes de Pourvet vous permettent de voir quel est le comportement ou quelle est la probabilité de corrosion d'un matériau en fonction de son pH. Donc vous savez, dans ces diagrammes, on abscisse le pH et on a ordonné les potentiels des corrosions. Et vous voyez qu'il y a des zones qui sont définies. Ces zones sont la zone d'immunité, c'est-à-dire que si le potentiel n'est pas suffisant pour n'importe quel pH, les matériaux ne se corrodent pas. Et puis les zones de corrosion, où avec les pH et les potentiels, les matériaux se corrodent, et les zones de passivation, c'est-à-dire les zones où la couche d'oxyde qui va être formée sera suffisamment compacte pour empêcher l'interaction avec l'extérieur, donc de faire que les ions du métal forment des oxydes pour continuer la corrosion. Donc ça veut dire que ça va ralentir de manière considérable la corrosion. Vous savez, à gauche, les diagrammes pour le fer et à droite les diagrammes pour l'aluminium. Donc, encore une fois, ces diagrammes vous donnent la possibilité d'avoir la corrosion ou pas selon les pH de l'électrolyte, mais ils ne vous disent pas, ils ne nous donnent aucune information concernant la cinétique de la corrosion, c'est-à-dire à quelle vitesse cette corrosion va se produire. Dans les diagrammes d'en bas, vous observez la différence qui existe entre deux électrolytes qui ont des conductibilités électriques élevées et faibles. Donc à gauche, vous savez, cuivre-fer, vous savez maintenant que les cuivres restent immunisés et le fer se corrode. Donc quand vous savez un électrolyte qui est à forte conductibilité électrique, la corrosion du fer se produit à longue distance par rapport à la zone de contact entre le cuivre et le fer. Et si la conductibilité électrique est faible, l'étendue de la corrosion sera faible et probablement aussi à une plus grande profondeur des contacts. Donc ça, c'est l'influence de la conductibilité électrique. Voilà ce qui peut s'expliquer, ou qu'est-ce que c'est la pile de concentration. Vous savez, deux plaques de fer identiques, mais qui plongent dans des zones où la concentration d'oxygène est différente. À gauche, une concentration d'oxygène plus faible qu'à droite, où la concentration d'oxygène est plus élevée.
Et c'est ça qui va nous permettre de voir que, vous voyez les contacts qui existent entre les deux, une différence des potentiels. Le fer à droite est positif par rapport au fer à gauche. Ça veut dire que le fer qui se trouve à gauche va se corroder par rapport au fer qui se trouve à droite, même s'il s'agit du même métal. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet des piles de concentration. Et les cas les plus simples pour exprimer cette pile ou illustrer ce que c'est la pile de concentration, c'est la goutte d'eau. Vous avez là une goutte d'eau sur une plaque, voir que vous avez de l'air à l'extérieur, donc cette partie-là qui est à l'extérieur se comporte comme au cathode parce que la quantité d'oxygène est plus importante, et cette autre partie qui se trouve au milieu a une quantité d'oxygène qui est beaucoup plus faible, donc va se comporter de manière anodique. Donc là, parce que c'est la goutte d'eau qui couvre complètement cette partie en contact avec le métal. Ça veut dire que la partie 1 va se comporter de manière anodique par rapport à la partie 2. Donc la partie anodique va se corroder par rapport à l'extérieur du contact de la goutte avec le fer. Donc là, voilà une illustration de ce que c'est une pile de concentration. Et puis vous voyez à droite tout simplement une canalisation, vous savez, du fer. Et il y a une soudure que vous voyez qui a été mise là, donc pour emboîter de tuyaux. Donc canalisation, soudure à l'extérieur impeccable. On fait circuler de l'eau à l'intérieur et on voit que comme la soudure n'a pas couvert complètement toute la jonction entre les deux canalisations, ben, eh bien, il y a une partie où il peut y avoir de l'eau stagnante. Donc cette partie marquée en 1 va se comporter comme anode par rapport à la partie 2 où il y a circulation d'eau, où la concentration d'oxygène sera nécessairement plus importante que dans la partie 1 où il y a juste un petit bout de liquide qui ne circule pas ou qui ne se renouvelle pas. Donc c'est là qui va se produire la corrosion dans cette partie 1. Et comme c'est une corrosion qui est à l'intérieur, qui ne se voit pas de l'extérieur, on l'appelle corrosion caverneuse. Elle est très pernicieuse parce que on ne peut pas la voir de l'extérieur. À l'extérieur, le cordon de soudure est impeccable, donc on ne voit pas qu'à l'intérieur, il y a effectivement une corrosion qui s'est produite. Et on peut la détecter qu'avec des contrôles non destructifs, on aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Voyons quelques autres facteurs qui influencent la corrosion. Par exemple, l'érosion. L'érosion qui érode, qui par frottement use les matériaux. Donc dans les zones d'érosion, où cette érosion s'est produite, là il y a effectivement apparition des phénomènes de corrosion. Vous savez, la cavitation. La cavitation est un phénomène qui s'est produit lorsque on a des fluides qui circulent à grande vitesse. Cela produit de l'évaporation, donc des bulles des bulles de vapeur qui, au bout d'un temps, et selon les systèmes, vont éclater. Et là où elles s'éclatent, vont provoquer l'endommagement du matériau. Et ces zones-là, ce sont des zones où on voit apparaître effectivement la corrosion. Et puis l'influence, par exemple, pour un acier doux, la qualité du fluide, du liquide, dans l'occurrence de l'eau, et selon la qualité de l'eau, sur la corrosion. Ça, ce sont des diagrammes classiques où vous voyez, par exemple, les pertes des poids en millimètres en fonction du temps, qui est exprimé en années. Je vous ai déjà dit que la corrosion ne se produit pas de manière instantanée. Ça prend un certain temps, mais tout ça, il ne faut pas l'oublier. Donc vous savez trois qualités d'eau. Vous savez l'eau de mer qui est la plus agressive, contient chlorure de sodium. Ensuite, une eau agressive, c'est l'eau douce. L'eau douce, c'est une eau qui ne contient pas d'éléments métalliques. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça. Et puis l'eau incrustante, c'est l'eau dure. Eau dure qui, elle, au contraire, a d'éléments métalliques. Alors, vous voyez que c'est l'eau dure qui a un meilleur comportement vis-à-vis de la corrosion.
Pourquoi? Parce que les éléments métalliques qui sont présents permettent de former des oxydes. Et donc, les oxydes qui se forment, l'oxygène qui est capturé de cette manière ne va pas abîmer l'acier de la canalisation. Donc, ça sera une eau qui sera beaucoup moins agressive qu'une eau douce où on a éliminé les éléments métalliques. Et puis, pour terminer, l'atmosphère, on a vu l'air, on a vu l'eau, le liquide, on va voir l'air, vous savez, différents types d'atmosphère. Pareil, cette fois-ci, c'est perte d'épaisseur en fonction du temps dans ces diagrammes, mais vous savez l'échelle à droite qui vous marque aussi la perte des masses par, en fonction du temps d'exposition. Donc ce sont les deux manières de mesurer la corrosion, soit en perte d'épaisseur, soit en perte de masse. Et vous voyez les différentes atmosphères, une atmosphère rurale sèche par rapport à l'atmosphère la plus agressive qui est l'atmosphère industrielle, plus agressive encore que l'atmosphère marine. Donc, c'est selon les types d'atmosphère, on aura un comportement plus ou moins fort vis-à-vis de la corrosion. Encore une fois, c'est l'atmosphère rurale sèche qui est la moins agressive et celle qui permet de mieux conserver les matériaux vis-à-vis de la corrosion. Il y a un certain nombre de conditions d'utilisation. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais il est important de savoir que euh, pour les matériaux pour lesquels la fatigue est importante, la corrosion sera importante aussi. La corrosion par frottement, donc là, dans l'effet d'enlever des matières, les efforts, ça permet d'augmenter la corrosion. Les gradients de température, c'est-à-dire avoir des zones froides par rapport à des zones chaudes, et où on va voir effectivement de la corrosion qui va apparaître, pour un même matériau bien sûr. Et puis les courants vagabonds, ce sont les courants vagabonds, les courants qui, par exemple, si vous savez des lignes enterrées, des lignes électriques enterrées, et avec des différences de potentiels importants, donc ça peut provoquer des courants vagabonds. Et si vous savez des canalisations qui sont enterrées, ces courants vagabonds vont avoir une influence sur le comportement vis-à-vis de la corrosion sur les matériaux, sur la canalisation.